OK, donc sans plus tarder, j'aimerais commencer avec la reconnaissance du territoire. Vous allez remarquer qu'elle a changé un petit peu. Donc, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons tout d'abord reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons aussi que PPE est un organisme provincial présent sur tout le territoire de l'Ontario. De nombreuses communautés des Premières Nations, d'Inuits et de Métis ainsi que les Autochtones, et les Autochtones d'ailleurs dans le monde résident maintenant sur ce territoire. Nous sommes reconnaissants de la possibilité que nous avons de travailler sur ce territoire et nous nous efforçons de nouer des liens profonds avec les collectivités algonquines des environs, des peuples autochtones, inuits et des métis sur tout le territoire de l'Ontario. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec les Premières Nations et l'accroissement de notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. J'aimerais aussi souligner, on sait la tragédie des 215 enfants dans l'Ouest, donc j'aimerais ça qu'on garde ça en tête aussi ce soir, là, puis dans les jours à venir. Comment présenter Faiza? Faiza, je veux dire, Faiza Abdaloui, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir que c'est une dame extraordinaire. Après un congrès qu'on vient de terminer en fin de semaine, Julie, notre DG, Julie Béchard, notre DG, nous l'a présenté d'une façon exceptionnelle. Je me suis dit, comment est-ce que je fais pour accoter ça? Je pense que je ne suis pas capable parce que c'est juste, il y a trop de belles choses à dire au sujet de Faiza. Donc, je vais vous lire. Je sais que je ne devrais pas, mais je vais quand même vous lire parce que je ne veux pas rien manquer. Il y a tellement de choses à dire autour de Faiza. Là. Donc, une entrepreneure et bénévole passionnée, vous allez voir sa passion, si vous ne la connaissez pas, ça fait partie d'elle. Elle a fondé il y a plus de 4 années Next Level Impact Consulting afin de soutenir le développement économique de nos communautés par l'entrepreneuriat, l'employabilité et le développement de leadership. Et ce, au travers de nombreuses expertises et approches. Désormais, en portant son attention sur l'éducation financière, elle s'attaque au nerf de la guerre, notre argent et notre capacité à assurer notre sécurité et notre épanouissement financier pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos communautés. Diversity Civic Action Fellow 2017 et ancienne présidente du MOFIF. Elle est aussi chroniqueuse régulière chez Radio-Canada pour les finances personnelles, en plus, dans son temps libre, hein? Non. En plus, elle enseigne le leadership et le management au Collège Boréal. Enfin, elle étudie actuellement, encore une fois, dans son temps libre, non, elle est occupée, les politiques publiques à la Harvard Kennedy School afin de perfectionner ses capacités de produire des changements au niveau collectif et politique. Puis tous les contrats qu'elle a fait pour PPE, vous avez vu peut-être lors du congrès. Donc, merci beaucoup, Faiza. Puis, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce soir. Puis, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur les dettes. Donc, sans plus tarder, Faiza, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Le temps libre, vraiment, je pense que vous-même, Paul, en tant que professeur, vous savez exactement ce que ça représentait, beaucoup plus que moi, en fait. Donc, merci pour l'introduction et je pense que ça s'est vu, j'ai rougi, bien sûr. L'honneur est vraiment pour moi de toute cette association avec parents partenaires en éducation et tout ce travail qu'on peut faire et de se retrouver encore aujourd'hui pour cet atelier. Effectivement, autour d'encore une fois, je suis désolée, j'arrive toujours pour parler de sujets difficiles, mais indispensables, vraiment essentiels. L'information, le pouvoir, l'éducation, c'est un pouvoir. Là aussi, Paul, en tant que professeur, vous le savez, cette éducation financière, elle nous manque en termes nous-mêmes parents et on veut être sûr d'avoir les informations nécessaires pour faire face à nos obligations et puis surtout préparer les enfants le plus tôt et le mieux possible à leur propre vie d'adulte, une vie en plus qui est aujourd'hui très très bouleversée avec cette pandémie, leur éducation aussi qui est bouleversée, donc on se doute toutes ces questions d'argent, ça prend tout de suite une nouvelle perspective. Donc merci aux parents qui se connectent aujourd'hui avec nous pour se parler de dette. La dette, c'est un sujet qui est revenu dans le sondage, qui revient beaucoup dans les discussions et qui, bien sûr, a été aussi au centre en fait de certaines problématiques sur lesquelles j'ai été amenée à travailler ces dernières années. Je voudrais saluer d'ailleurs, puisqu'elle est connectée aujourd'hui, Mélanie, qui a été je dirais pas mon bras droit, mais enfin le terme est pas assez fort, mais qui m'a accompagnée, qui a été oui, la
la compagnonne, ouh là là, c'est pas français ça, de nos premières aventures en fait sur la première recherche en éducation financière quand on travaillait toutes les deux à Oasis Centre des Femmes. Mélanie, je suis bien contente de te voir connectée avec nous aujourd'hui. On va se parler donc de dette et j'ai bien sûr une diapositive pour accompagner ces réflexions et cette présentation que je vais connecter. Je vous demanderai, si vous n'en avez pas l'habitude, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à utiliser le chat. Je vais aller regarder assez régulièrement, donc la partie clavardage. Si c'est une question, de mettre un point d'interrogation devant. Si c'est un commentaire, de mettre un point d'exclamation. Comme ça me permettra vraiment tout de suite de me situer par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Donc, hop, je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez bien ma présentation sous là, c'est correct? Oui, on voit. Merci beaucoup. Donc, pourquoi se donner on s'est parlé de budget il y a quelques mois. La vidéo est d'ailleurs accessible sur le site internet et sur la chaîne YouTube de Parents Partenaires en Éducation. Je vous invite à aller visiter cette page si ça n'a pas été le cas. Donc, on s'est d'abord posé des questions et on a débuté notre réflexion sur la question du budget qui est vraiment la pierre angulaire. Hein. On parle vraiment des fondations là, de notre éducation financière. La gestion de la dette, on trouvait ça important d'aller partager un certain nombre de réflexions cet après-midi, ce soir, mais aussi très concrètement deux méthodes de remboursement accéléré de la dette qui ne sont pas suffisamment connues, que nos prestataires, en fait, hein, toutes les partenaires ou les créditeurs auxquels on doit faire appel quand on a besoin de dettes, que ce soit des bonnes ou des mauvaises dettes, on va en discuter. Ça aussi, c'est des notions qu'on peut aller remettre en cause, en fait, un petit peu. Ils nous en parlent pas forcément de ces méthodes-là, alors que c'est un gain immédiat, direct, d'argent qu'on n'aurait pas à payer donc sur ces intérêts. Donc, je vais passer sur un certain nombre de notions, mais je veux vraiment pouvoir vous présenter ces deux méthodes et répondre aussi à vos questions en espérant qu'il y en ait et vos commentaires. Donc, de quoi on va se parler? On va d'abord se parler du poids et du coût de la dette, le poids sociétal et le poids sur notre santé mentale, sur notre santé physique. On va se poser cette question-là, bonne dette et mauvaise dette, est-ce que ça existe vraiment? Donc, je vais venir redéfinir en fait un petit peu ces notions et puis peut-être vous bousculer en fait un petit peu déjà par rapport à notre approche de la dette quand on se dit par exemple, non, j'achète une maison, il n'y a pas de problème. Oui, c'est une dette, mais c'est une bonne dette parce qu'il va y avoir, c'est une maison qui va prendre de la valeur. Je vais venir bousculer un petit peu cette idée commune, ce mythe. On va après aller regarder les ratios. Moi, j'adore ça, les chiffres. Je me suis réconciliée avec les chiffres. J'utilise d'ailleurs beaucoup de chiffres. Là, je me suis contrôlée pour ne pas vous noyer, en fait. Mais les ratios, c'est une formule mathématique qui est assez simple et qui nous permet vraiment d'appuyer notre réflexion. Et ça va nous permettre justement de faire des choix éclairés par rapport à la gestion de notre dette. On va donc parler de ces méthodes de remboursement accéléré. Je vais passer aussi sur ce point, c'est les recours, hein, consolidation et faillite. Si vous en arrivez là, je le voyais, merci à ceux qui ont répondu en fait au questionnaire quand vous vous inscriviez sur le portail, sur la plateforme Eventbrite. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une difficulté de gestion des dettes aujourd'hui. Donc, j'espère que cet atelier vous donnera déjà quelques clés d'action et on pourra continuer la conversation après cet atelier-là. Et puis, on ouvrira justement notre discussion, nos micros, pour se poser cette question. Justement, une fois qu'on est éduqué sur les dettes, une fois qu'on est en train de les prendre en main, de les réorganiser, de les repayer, comment est-ce qu'on éduque les enfants et donc les plus jeunes, les moins jeunes, à cette question-là? Et j'ai quelques pistes de réflexion là aussi à vous proposer. Ne pas négliger le poids mental et physique de la dette. Je rajouterai en plus qu'en ce moment, ça fait des années, mais en ce moment, on parle effectivement beaucoup d'éducation financière. Donc, la littératie financière, l'éducation, c'est essentiel à la prospérité, au bien-être des Canadiens. Et quand on en parle, on a tendance à
un petit peu nous culpabiliser en fait dès qu'on est dans la dette. Le discours ambiant serait assez vite et assez souvent qu'on est responsable, qu'on est coupable de cette dette, ne pas négliger donc le poids mental et le poids physique du regard des autres, du tabou, du silence, et aussi le fait que peut-être vous ne dormez pas parce qu'il y a cette dette qui n'est pas gérée, vous n'arrivez pas à balancer, à équilibrer les comptes. Donc, le premier message que j'aimerais passer, c'est vous n'avez pas besoin de gérer ces difficultés seul. Il y a des organismes qui existent, je vous en cite ici deux. Crédit Canada, qui est un organisme national avec qui offre des services gratuits pour la gestion du surendettement, pour l'accompagnement aussi aux faillites, j'en reparlerai quand il s'agira de venir là. Ne vous laissez pas avoir par le fait que leur site internet est uniquement en anglais. Ils sont en train de travailler à la traduction du site en français pour mieux justement soutenir les communautés francophones. Ça fait plusieurs années que je les connais. Ça a été des partenaires justement pour certaines des activités qu'on a engagées avec Mélanie notamment. Donc Crédit Canada, ils ont des personnes qui peuvent vous répondre au téléphone en français pour vous accompagner si vous êtes dans des situations de surendettement et c'est gratuit. Vous n'avez pas là aussi forcément besoin d'aller vers des organismes privés, des sociétés privées qui vous feraient payer des frais supplémentaires ou un pourcentage, par exemple, des dettes qui vous évitent de payer. On veut vraiment être sûr que vous accédez à des renseignements de qualité sans avoir à mettre de l'argent supplémentaire pour ce service-là. Donc, Crédit Canada est subventionné par le gouvernement fédéral. Ils ont aussi un certain nombre de donateurs en fait qui les soutiennent. Le deuxième organisme que je veux citer, c'est EBO, Centre d'éducation financière. Là, c'est vraiment pour la partie capitale nationale, donc Ottawa et est du pays, où ils peuvent répondre au téléphone, puisque là, on est avec la Covid. On espère, ça va être levé bientôt, nos restrictions, mais ils continuent d'accompagner par téléphone. Ils peuvent aussi vous recevoir si vous êtes sur la région d'Ottawa en appelant, bien sûr, en prenant rendez-vous avant. Et là, c'est pareil, en cas de grosses difficultés, de grand stress et puis de perte de maîtrise en fait. Vous savez pas par où commencer, vous avez des appels régulièrement pour la gestion de cette dette, c'est en train de vraiment peser sur votre situation émotionnelle et puis votre santé physique. N'hésitez pas à les appeler. Là encore, les services sont gratuits. Donc ça, c'est deux organismes déjà qui sont des ressources clés. Ce point, donc je disais, on a l'impression que on serait coupable en fait de cette dette-là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait être en situation de dette. C'est par contre essentiel d'aller adresser cette problématique et de la regarder plutôt que de la cacher un petit peu, de la glisser sous le tapis, comme on pourrait le dire. C'est d'ailleurs le gouvernement du Canada qui le dit, la Banque centrale du Canada, qui le dit et qui nous l'a rappelé il y a 2 semaines dans un rapport qu'ils établissent à chaque année. Ce que j'ai pu lire dans ce rapport, puisque oui, je l'ai lu en entier, j'aime ça, il était marqué que la vulnérabilité associée au niveau élevé d'endettement des ménages est importante et s'est intensifiée durant la dernière année. Cette vulnérabilité a augmenté au cours des 2 dernières décennies, une proportion accrue de ménages canadiens ayant accumulé une dette élevée par rapport à leurs revenus disponibles. Donc là, on nous parle d'une difficulté grandissante depuis les 2 dernières décennies. Le graphique que vous voyez là, c'est un peu ce qui s'est passé pendant la Covid, pendant la pandémie. On y est encore, mais c'est vraiment depuis l'année dernière, depuis mars dernier. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des dettes des ménages? Donc les ménages, c'est un foyer, ça peut être une seule personne, ça peut être des familles, un couple, etc. On appelle ça des ménages en fait. Et puis c'est des moyennes là que je vous présente. Ce qui s'est passé, puisque pour certains de ces foyers, justement, il y a eu peut-être une perte d'emploi pour certains. Pour d'autres, il y a eu aussi, au contraire, de l'argent qui est resté en fait dans le compte en banque, puisque toutes les possibilités, toutes les options de loisirs étaient fermées, par exemple, sur notre province, dépendamment de la région dans laquelle vous étiez. Peut-être aussi que du coup, si les parents travaillaient de la maison, il n'y avait plus les dépenses de transport, les dépenses de lunch du midi, etc., etc. Donc, il y avait de l'argent disponible qui a pu être mis sur le repaiement d'un type de dette. On a 2 types de dettes particulières qu'on sépare. Donc,
vous allez suivre la ligne bleue. Ça, c'est les dettes de consommation, donc nos marges de crédit, nos marges hypothécaires, les cartes de crédit, etc. Ça, vous voyez, ça a pu baisser. Donc, ça veut dire, en moyenne, que certaines familles qui se sont retrouvées dans ces dispositions positives ont pu payer leur carte de crédit un petit peu plus et faire baisser le poids de la dette au niveau national, donc en dessous de 1 dollar. Par contre, ce qu'on voit, et là je vous invite à voir la ligne jaune, c'est l'augmentation de la dette hypothécaire résidentielle, donc sur l'achat des maisons. Vous avez dû le voir dans les journaux, peut-être que vous étiez dans cette situation, vous en avez peut-être parlé avec des amis, avec des collègues. Cet achat de maison, les prix de maison qui ont absolument explosé ces derniers mois et qui suivent effectivement cette tendance. Donc, même si on voit que la dette de consommation a pu baisser en général, la dette hypothécaire a tellement augmenté qu'on a une dette totale des ménages, donc la ligne noire, qui augmente, qui continue d'augmenter. Donc, je vous montre les graphiques pour ceux qui ont l'habitude de regarder de suivre les ateliers puis d'être en conversation avec moi. Vous savez que j'adore donner ce contexte en fait général. Et quand on parle de la dette, c'est encore plus important parce que effectivement, on a l'impression d'être tout seul dans cette situation. On a l'impression d'être coupable. Je ne veux pas vous enlever votre responsabilité. On en a tous une part de responsabilité. Mais voilà aussi ce qui se passe en fait dans cette situation par rapport au poids de la dette. Là, je suis allée rechercher un petit peu en arrière, parce qu'effectivement, 2021, on nous dit qu'il y a un gros problème de dette, que c'est d'ailleurs le premier risque en fait pour l'économie canadienne, cette question de la dette des ménages, ça inquiète beaucoup nos gouvernements. Mais je regarde en 2018 où on avait cet article, toujours en fait hébergé, en tout cas partagé par la Banque du Canada. Donc 2018 qui nous dit l'économie canadienne et la dette des ménages, quelle est l'ampleur du problème? Le problème est là depuis longtemps et en fait ce qu'on voit dans cet article-là, c'est que c'est plus depuis 2 décennies qu'on en parle. C'est en fait depuis une trentaine d'années que la dette des ménages canadiens augmente non seulement en termes absolus, mais aussi par rapport à la taille de l'économie. Donc l'économie canadienne ne grossit pas suffisamment assez, ou en tout cas pas dans un bon parallèle par rapport à la dette que nous, ménages, nous sommes en train de prendre sur nous. C'est une source donc de préoccupation croissante pour la Banque du Canada. C'est une attention particulière qu'ils portent pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider à voir ça. Pour la plupart des Canadiens, l'endettement, c'est pour poursuivre des études secondaires, acheter une voiture, acheter une maison. Donc ça, en général, c'est considéré comme des bonnes dettes dans le mythe ou dans notre réflexion collective. Comment est-ce qu'on se compare par rapport aux autres pays? On est avec la Suède, la Norvège et l'Australie, les 4 pays dans le monde où la hausse constante des prix des logements ces dernières années ont été les plus élevés. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu qu'on commence à parler de bulle immobilière, ça inquiète beaucoup. C'est un taux d'accession à la propriété qui devient de plus en plus élevé. On a des jeunes aujourd'hui, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ne sont pas encore propriétaires, qui se demandent même s'ils vont pouvoir accéder à la propriété dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a l'acquisition, le prix d'acquisition d'un logement au Canada qui a augmenté beaucoup plus vite que le revenu. C'est écrit noir sur blanc, la Banque du Canada le dit. Donc moi, ma frustration, c'est souvent que ce type d'information globale, ce type d'information macroéconomique ne redescend pas suffisamment quand il s'agit de travailler ou de discuter de nos économies, de nos finances personnelles en tant que famille. C'est des éléments essentiels. Ce n'est pas juste notre comportement de consommateur qui est en cause, il y a aussi des éléments systémiques, des éléments économiques qui rentrent en jeu, c'est-à-dire effectivement les prix des logements poussés par l'investissement, poussés par la croissance de la population, etc., qui ont augmenté tout simplement beaucoup plus vite que la croissance de nos revenus. Donc, en termes de citoyenneté, ça nous pose beaucoup de questions. Je regardais pour la région d'Oshawa, le prix des maisons a augmenté de 189
ces 10 dernières années. Donc, on parle d'Oshawa, c'est à l'ouest, c'est à l'est en fait de la région de Toronto, et c'est une région qui était, il y a une dizaine d'années justement, connue pour être un peu plus accessible en termes de coûts de logement. Et tout le monde maintenant demande et va regarder là ce qui se passe. La dette, elle peut intervenir, pourquoi? Plusieurs raisons à ça. La perte de revenus et les accidents de la vie, bien sûr, une des premières raisons. La deuxième, dépenses fixes qui vont être trop importantes par rapport aux revenus. Un style de vie aussi, au-dessus de nos moyens, effectivement, et c'est là qu'on doit prendre une part de responsabilité. Il y a aussi la question de la surconsommation, mais aussi de l'augmentation des biens de consommation. Donc, si on regardait, par exemple, par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, la ligne fixe de téléphone, elle existait encore, et on n'avait peut-être pas un téléphone portable par membre de la famille. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé dans notre mode de consommation. On va souvent ne plus avoir de ligne fixe à la maison, qui nous coûtait pas effectivement grand-chose à l'époque, mais par contre, on va peut-être avoir un abonnement de téléphone portable, 2 ou 3. Pour les voitures, c'est pareil. Il y avait une voiture peut-être à une époque, maintenant il y en a 2. Etc., etc. Donc, regardez aussi que le panier, en fait, le type de dépenses qu'on peut faire autour de nous, qu'on peut faire dans notre ménage, a tout simplement explosé aussi ces 20-30 dernières années. Des abonnements de loisirs comme la télévision en ligne, etc., ça n'existait pas avant, ou sinon c'était considéré comme éventuellement superflu, donc on s'en passait. Donc, il y a non seulement des changements systémiques liés au logement, liés aux revenus, etc., mais aussi des éléments de consommation dans notre pays moderne, etc., qui viennent rajouter en fait dans notre panier. On a une méconnaissance des mécanismes et des régulations qui viennent aussi rentrer en jeu dans cette question de la dette. Depuis de nombreuses discussions que j'ai eues dans le cadre de cette recherche, mais aussi avant, révèlent ou en tout cas viennent confirmer le fait que des immigrants francophones qui viendraient s'installer en Ontario ont très très peu de possibilités, que ce soit à la banque ou à l'extérieur, de passer du temps à se faire expliquer comment marche une carte de crédit. Quand on a grandi, quand on est né et qu'on a grandi même en Ontario ou au Canada en général, là aussi on n'a pas toujours toutes ces informations sur les subtilités qui sont utilisées ou qui sont en place pour finir par nous faire payer un petit peu des intérêts, puisque bien sûr l'intérêt de la carte bancaire pour les organismes qui les produisent, c'est de faire de l'argent en fait là-dessus. Donc il y a ces subtilités sur lesquelles on n'est pas éduqué et qui viennent créer un cercle vicieux d'endettement, en plus sur un type de dette qui est quand même très cher, 19,99, parfois 24 ou plus, ou 26 si on a raté certains paiements. Les avances sur salaire, c'est encore plus que ça peut aller jusqu'à 60% en fait de taux d'intérêt, mais la façon dont c'est présenté, on ne le voit pas en fait. On ne se rend pas compte que ça peut être des taux d'intérêt si élevés. L'inadéquation entre les revenus, les rémunérations et les coûts de la vie. Donc, la Banque de Canada l'écrit encore une fois noir sur blanc, les revenus n'ont pas augmenté aussi vite que les coûts de la vie. Un exemple, pour ceux qui avaient déjà suivi un atelier, vous m'avez déjà entendu le prononcer, mais le salaire minimum est de 14,25 $ sur notre province, ce qu'on appelle le salaire de subsistance, qui permet vraiment à un foyer de couvrir, donc en général là c'est 2 parents, 2 enfants, de couvrir les coûts habituels minimum d'une famille en Ontario, on peut être pour la région de Toronto par exemple à presque 22 $ en fait de l'heure. Donc on a là aussi une espèce de biais, ou en tout cas d'angle mort, je devrais dire, où on va pas forcément toujours, quand on pense à nos finances personnelles, mettre en relation l'argent qu'on gagne et l'endroit où l'on vit, le type de bien qu'on possède, le type de choix qu'on fait de dépenses, certes, mais aussi, encore une fois, l'environnement et notre salaire qui pourrait augmenter en suivant à peu près l'inflation si on a cette possibilité-là au minimum. Le prix, le coût de la vie, de toute façon, souvent, comme l'inflation, c'est une moyenne en fait de ces augmentations, mais ça va pas aussi vite. Donc là, par exemple, on va regarder je ne sais, dépendamment de quelle banque vous avez, les banques, nos grandes banques canadiennes ont annoncé qu'elles allaient augmenter le prix des abonnements
le prix de leur service d'un certain nombre de pourcents quand même. Ça a l'air d'être de toutes petites sommes, mais ça se rajoute. Donc, regardez effectivement l'information par rapport à votre banque, calculez cette pourcentage d'augmentation et puis vous allez voir que votre salaire, même si c'est encore des petits montants, dépendamment d'ailleurs de votre revenu, mais ça peut se rajouter en fait assez vite. Et on n'a pas toujours conscience de ces augmentations-là, si on ne tient pas son budget, si on n'est pas vraiment dessus régulièrement. Et donc, on se laisse dépasser. Il y a un moment où on se fait dépasser par notre réalité quotidienne et ses obligations de dépenses. Les chocs économiques, sociaux et politiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a vu bien sûr les conséquences du Covid, par exemple, sur notre risque d'endettement. Les violences aussi, les violences économiques que les femmes, les hommes aussi, mais en moindre proportion. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle souvent de violences faites aux femmes. Les hommes aussi peuvent être victimes de violences, mais encore une fois, en pourcentage, le risque est plus élevé pour les femmes, dépendamment aussi des groupes auxquels elles appartiennent. Mais ces violences économiques, mettons, si vous avez un conjoint ou une partenaire qui a créé une carte de crédit sous votre nom ou qui utilise aussi les cartes de crédit. J'ai accompagné une jeune fille, c'est sa mère en fait, qui pour le coup utilise en fait sa carte de crédit. La maman a des problématiques de santé mentale, donc il est arrivé qu'elle utilise cette carte de crédit pour faire des achats. Et la jeune fille est assez bloquée parce qu'elle, bien sûr, elle ne veut pas dénoncer sa mère, mais c'est elle qui porte le poids de cette dette en fait. Donc là, on est sur un poids vraiment personnel, familial, psychologique aussi. Et puis les fraudes, bien sûr, ça arrive, on n'est pas toujours aussi là équipé pour aller réagir et puis pour voir ce qu'on veut faire. Si j'ai oublié une raison pour lesquelles vous-même ou quelqu'un dans votre entourage vous vous êtes retrouvé en dette, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Pourquoi est-ce que je fais cette longue liste et je prends le temps là-dessus? C'est que si on a un problème de dette, il faut d'abord aller identifier le pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation? C'est une liste qui effectivement n'est pas exhaustive, mais peut-être que ça vous a fait réagir par rapport à certaines choses, soit que vous savez déjà, peut-être que vous êtes dans des difficultés effectivement de perte de revenus à cause d'un accident de la vie, peut-être qu'il y a une surconsommation, peut-être qu'il y a la rémunération qui n'a pas suivi la réalité de là où vous êtes, etc. Mais pointez. La gestion de la dette, c'est vraiment un processus, il n'y a pas de baguette magique, c'est un processus de travail, de réflexion, d'analyse, d'action, etc., pour vraiment pouvoir s'en sortir. Et la première raison, c'est vraiment d'aller identifier ce pourquoi je suis en situation de dette aujourd'hui. Et selon d'ailleurs cette situation-là, vous pourrez aussi mettre en place des actions dans votre vie quotidienne, mais aussi aller chercher de l'aide en fonction de cette source de problèmes qui vous a mis en dette. Si on parle de logement, est-ce que c'est le déménagement qui est une solution? Est-ce que c'est d'aller vivre, je regardais un peu les approches créatives de certains, est-ce que c'est de retourner vivre en colocation peut-être ou retourner avec les membres de sa famille? Si on a fait un calcul et si on sait que ça va nous prendre 1 an ou 2 ans peut-être pour sortir de la dette, si on n'a plus le loyer à payer par exemple, ou si on le paye en partenariat, c'est plus difficile quand il y a une famille avec des enfants, bien sûr, mais c'est ce type de réflexion en fait qu'on peut commencer à engager si c'est du logement. Si c'est la question des revenus qui avancent pas assez vite, pour couvrir les dépenses du lieu de vie, comment augmenter sa valeur sur le marché du travail, par exemple? C'est vite dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais en tout cas, c'est le début de cette réflexion. J'identifie le pourquoi, je vais regarder le comment à partir de ça. Et puis, il y a aussi le problème que la dette est vraiment au centre de la culture financière des Canadiens. C'est assez déconcertant d'ailleurs pour les communautés francophones qui sont là depuis longtemps ou qui sont plus récentes, puisque dans la culture francophone, on a plutôt une culture de l'épargne, culture de la dette. Et en plus d'être vraiment au centre de la culture financière des Canadiens, on n'a pas toujours les compétences pour la contrôler. Absolument, je vois dans les commentaires, un commentaire est prendre conscience où nous dépensons notre argent. Vous parlez le même langage que moi parce qu'on va vraiment se parler de budget justement. Simplement ne pas savoir comment gérer les finances et ne pas savoir comment élaborer un budget. Tout à fait. Donc ça, c'est la première clé, savoir où l'argent va pour savoir comment le contrôler. J'ai aussi un commentaire qui est très intéressant, consommation excessive de boissons, drogue, qui va être le cause de la perte de contrôle des finances personnelles. Merci beaucoup, tout à fait. Là aussi, les addictions
Et puis, on peut rajouter les addictions au jeu, par exemple, qui vont être des causes de problématiques où là, le budget, oui, c'est un point important, mais il va falloir aussi aller chercher du soutien psychologique. Donc, on va se parler rapidement du score de crédit aussi, puisque quand on va chercher une stratégie de gestion de notre dette, de remboursement de notre dette, il faut comprendre comment est-ce que le score de crédit fonctionne. Tout simplement parce que parfois, ça peut être des blocages. On va se dire, ah, mais si je fais ci ou si je fais ça, je suis en train de faire des erreurs, mon score de crédit va baisser, etc. Le score de crédit au Canada, c'est une carte d'identité de réputation financière. Donc, c'est pour ça que c'est aussi central, c'est que ça va déterminer ce score qui se situe entre 350 et 900. C'est ce score qui va déterminer la façon dont vous êtes perçu à chaque fois que vous allez faire appel à des créditeurs. Donc, ça peut être dans le cadre de l'achat d'une maison, de l'achat d'une voiture ou de la location d'une voiture. Ça peut être pour l'ouverture d'un compte en banque. Ça peut être pour accéder à des cartes de crédit, etc. On va vraiment se positionner, le créditeur va se positionner par rapport à ce score pour tout de suite identifier si vous êtes un bon payeur, en tout cas un bon rembourseur, là aussi je n'utilise pas un mot français, mais vous comprenez l'idée, ou quelqu'un qui est un risque. Et quand on est à risque, eh bien le taux de crédit va augmenter. On a 2 organismes qui s'occupent de réguler et de coordonner cette question du score de crédit, c'est Equifax et TransUnion qui va gérer notre dossier de crédit. Le dossier de crédit, c'est cette liste qui va récapituler tous nos prêteurs. Alors, la question dessous là, est-ce que tout le monde voit bien Faiza? Pour moi, sa vidéo ne semble pas fonctionner. Est-ce que vous me voyez? Non, quelqu'un dit ta vidéo est figée. Ah oui. Ah, est-ce que vous m'entendez par contre? Oui, oui, oui. D'accord. Et quelle est l'image que vous voyez actuellement? Est-ce que c'est avec un cadre jaune et c'est marqué carte de crédit? Moi, je vois encore la présentation, mais je ne te vois pas ton image. D'accord, c'est moins important finalement de me Ok, voir. c'est juste pour voir. Si tu veux essayer d'arrêter, de recommencer ta vidéo, peut-être ça Bien va sûr. fonctionner, mais Ouais, je fais ça tout de suite. Donc là, est-ce que vous me revoyez bien? non, c'est plutôt ta vidéo qu'on voit pas ton visage. Ah, La ok, présentation, on voit bien. d'accord. Je commence. C'est vrai que je suis tellement expressive aussi et puis je m'appuie aussi sur mes mains. Tiens, intéressant, ça me dit que je ne peux plus remettre ma vidéo là pour l'instant. Tiens, qu'est-ce que tu suggères sous là? Ben, je pense que Je ça va. continue sans vidéo Oui, pour l'instant? oui, Oui, exactement. Si on réessaye dans un moment, puis exact, je vais remettre la présentation. tout à fait. Je voulais juste voir. Commencer. Ouais. Zoom va penser que tu es encore en réunion ailleurs. C'est pour ça qu'il ne te permettra pas de réallumer ta caméra. Oh, c'est ça. D'accord. Ça pense que tu es dans une autre réunion? Non, c'est si je coupe ma caméra, peut-être de vouloir revenir dessus. Zoom ne comprend pas le signal. Oh, c'est bizarre. Ok. Je vais Je peut-être vais- rien dire. Anyway. Ah, ça fait rien. Ok, on va voir comment est-ce qu'on peut refaire fonctionner dans un petit peu de temps. Comme je suis consciente du temps que vous m'accordez, je vais assez vite sur ces notions-là. J'espère que vous arrivez à... Enfin, n'hésitez pas en tout cas s'il y a des commentaires. Je suis en train de mettre la table, comme on dit en français. Donc, le dossier de crédit, c'est cette liste qui va récapituler la liste de nos créditeurs. Combien est-ce qu'on leur doit? À quelle période, depuis quand, à quel taux, pour quelles raisons. Et ce qui est très important avec le dossier de crédit, c'est aussi que ça va donner l'appréciation qu'ils ont de nous. C'est des codes qui vont de R0 à R12 de mémoire et ça montre si on a une bonne relation en fait avec ce créditeur. Est-ce qu'on paye bien à chaque mois? Est-ce que on est en train de remplir les obligations de notre contrat, etc. Si on rate un mois, si on rate 2 mois, si on rate 3 mois de paiement, mais là, il y a un drapeau rouge, un signal négatif qui est envoyé à Equifax et TransUnion qui récolte à chaque mois les informations de tous ces créditeurs, les mélange, fait des calculs assez compliqués avec des algorithmes auxquels on peut difficilement accéder et va donner donc un score de crédit. Ce score de crédit, je le disais, il est important parce que ça va dicter les taux d'intérêt que vous allez recevoir
pour vos prêts. Le dossier, ça va aussi déterminer la limite de crédit, le montant du prêt que vous allez recevoir et tout simplement s'il est accordé ou s'il est refusé. Pourquoi est-ce que je passe là-dessus quand il s'agit du poids de la dette? C'est parce que je veux surtout vous montrer, hop, je reviendrai là-dessus. Comment est-ce qu'on calcule ce score de crédit? Donc, je le disais, c'est vrai, l'algorithme exact, on n'y accède pas, c'est un secret d'entreprise. Par contre, assez facilement, on peut faire des hypothèses par rapport à cette répartition que vous voyez ici sur l'écran, donc à votre droite, sur la façon dont c'est calculé. Quels sont les points qui sont très importants, quels sont les points qui sont un petit peu moins importants, mais qui rentrent quand même en compte de ce calcul. Donc, on va avoir le premier point qui est le plus important à respecter, entre guillemets, pour avoir un bon score de crédit, c'est celui de l'historique de paiement. Donc, comment est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on paye régulièrement ou est-ce qu'on a raté des paiements? Ça peut être sur nos cartes de crédit, ça peut être sur notre hypothèque, ça peut être sur notre prêt de voiture, ça peut être aussi pour certains meubles, par exemple, si on a acheté des meubles à crédit, etc., ça va vraiment rentrer là-dedans. Et ça va venir vérifier est-ce qu'on fait donc nos paiements à chaque mois. Ça, c'est le point le plus important puisqu'on voit c'est 35% de ce calcul qui va être dédié à cette analyse de votre comportement, puisque c'est un comportement qu'on vient regarder. Le deuxième point le plus important, c'est le montant dû. Pour expliquer le montant dû, imaginons que vous avez plusieurs cartes de crédit et qu'au total, ça fait 10 000 $. Si vous êtes... Oui, Julie, vous avez une question? Si vous voulez peut-être l'écrire, j'ai vu que vous aviez levé votre main. Micro. Oh, excusez, j'étais sur mute. Pour l'historique de paiement, j'ai juste une question. Si, par exemple, je vais prendre une facture là, pour l'Internet. On va prendre une facture simple. Si, par exemple, il y a un mois où on est en retard, mais on paye le montant total le mois suivant, comme on paye les 2 mois, oui. Est-ce que ça remet comme notre crédit, comment ça l'affecte le crédit dans le fond? C'est ça que je veux savoir. Si par exemple, on manque quelques jours, mais on se trouve à payer comme les 2 en même temps, est-ce que ça crée un retard ou... Excellent. Excellente question, Julie. Alors ça va dépendre des prestataires, mais je vous avoue que j'ai fait des expérimentations. Alors quand j'explique ça, les gens me disent que je vais peut-être un petit peu trop fort là dans ma recherche d'informations, mais ça va vraiment dépendre du créditeur. Ce qui se passe, c'est que sur certains prestataires, il va y avoir un délai qui est acceptable, par exemple de 30 jours. Donc, ils ne vont pas commencer à compter le retard avant que vous dépassiez ces 30 jours-là, parce qu'il part du principe que peut-être vous avez fait votre transfert, là, votre paiement à la limite, et puis ça prend toujours plus de jours pour rentrer sur leur compte, par exemple. Donc, je ne vous encourage pas à faire ça de façon régulière, mais si c'est de temps en temps que vous payez comme ça, vous ratez une facture puis vous repayez la fois d'après, mais ça n'apparaîtra pas forcément. Donc c'est pas un risque en fait. Ok. Enfin, c'est pas un gros risque en soi, mais il faut effectivement pas que ça devienne une habitude. Vous pouvez par contre, n'hésitez pas à poser la question à votre prestataire. Moi, ce que j'ai vu par rapport au prestataire sur lequel j'ai fait les tests, et la façon dont je lisais les contrats aussi, c'est peut-être expliqué dans votre contrat. C'est vrai qu'on ne les lit jamais, les contrats, pourtant, c'est tout un tas d'informations qu'il va y avoir là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire que ça ne comptera pas tant que vous faites le prochain paiement là assez vite. Pour les questions de téléphone, par contre, pour les cartes de crédit, là, ça compte assez vite et surtout que même si décidez pour une raison ou pour une autre par rapport à la qualité de votre dossier, etc., de ne pas faire tout de suite le signalement, vous avez quand même les intérêts qui commencent à se calculer. Donc ça, c'est aussi un point négatif. Okay. Ouais. Okay, parfait, merci. Bien sûr, merci. Excellente question. Donc, les historiques de paiement, je reviendrai quand on parlera des paiements minimums. Je reparlerai de ces paiements minimums. D'ailleurs, dans pas longtemps. Les montants dus, donc imaginons
vous avez plusieurs cartes, on va dire 3 cartes, 2 cartes avec 2 500 $ et puis une carte avec un crédit disponible de 5 000 $, donc 10 000 $ en tout. Ce qu'ils vont regarder pour les montants dus, c'est est-ce que vous utilisez tout le crédit que vous avez à disposition. Ça, ils n'aimeraient pas parce que ça veut dire que vous vivez vraiment au-dessus de vos moyens et vous utilisez la totale capacité du crédit que vous avez à disposition et vous n'arrivez jamais à remettre votre carte à zéro. Donc, ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Ce qui est souvent dit, sans forcément que ce soit absolument confirmé, c'est que pour avoir le meilleur calcul sur cette catégorie-là, si on est autour des 30% de sa capacité d'emprunt, donc mettons, vous avez 10 000 là au total et puis vous ne dépassez pas à peu près les 3 000 $, il n'y aura pas d'impact sur votre score de crédit, même si vous ne redescendez pas à zéro. Si vous êtes à 70% d'utilisation de votre capacité de crédit, là, ça commence à envoyer, je dirais, un drapeau orange. Donc, votre score de crédit va commencer à être impacté négativement par cette situation. Si vous êtes à 100%, c'est le drapeau rouge, bien sûr. Et si vous dépassez, là, on est vraiment sur une pénalité qui va être plus importante sur votre score de crédit. Donc, le montant dû, c'est vraiment important de garder l'œil là-dessus. Si vous avez un achat important à faire et que le score de crédit, maintenir un excellent score de crédit, c'est important pour vous, il faut aussi regarder cet élément. La durée de l'historique de crédit. L'exemple que je donne souvent quand je veux expliquer la durée de l'historique de crédit, c'est un enfant qui s'assoit bien à table et qui reste 10 minutes sans pleurer, sans perdre patience, etc. Et puis qui se tient bien à table, on va se dire cet enfant il est bien élevé, il connaît les règles, il est poli, tout va bien. Mais on veut vraiment, pour avoir ce type de conclusion sur une personne, sur un enfant, mais l'observer pendant plusieurs heures peut-être, parce que c'est là où la patience, on va perdre la patience. Ça vaut aussi pour les adultes dans les relations, par exemple, amoureuses qu'on peut avoir, hein. Tout le monde se présente au mieux pendant les premiers jours, puis c'est au fur et à mesure que le naturel revient au galop, l'expression existe pour ça, et qu'on va vraiment voir, tiens, cette personne, dans le cadre du crédit, elle sait effectivement bien gérer son crédit, tout va bien, elle repaye régulièrement, on voit que c'est une personne de confiance, etc. Donc, votre code de confiance, la visibilité, la prédictibilité de votre comportement va se construire au fur et à mesure. Donc, durée de l'historique de crédit, c'est très important. Ce que je rajoute parfois à ce stade-là, c'est faites attention quand vous voulez fermer votre plus ancienne carte de crédit parce que cette partie de durée de l'historique disparaît ou en tout cas une grosse partie est effacée en fait avec la fermeture de cette carte. Dans tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas général, hein, ça va dépendre à chaque fois de votre situation, mais j'essaie de donner les éléments avec quelques-unes des exceptions auxquelles il faut penser le mieux possible. Le nouveau crédit ou l'enquête, ça va compter pour 10%. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous voulez effectivement, vous êtes en train de faire du magasinage là autour de vous parce que vous voulez acheter quelque chose d'important et que la personne, vous allez l'acheter à crédit et cet organisme-là ou bien cette entreprise a besoin de faire ce qu'on appelle un hard check en anglais pour avoir vraiment beaucoup de détails justement sur votre personnalité, sur votre comportement, sur votre situation personnelle, etc. Pourquoi est-ce que ce type de nouveau crédit, d'enquête a un impact sur votre score qui peut atteindre 10%? C'est parce qu'en fait, ça veut dire le signal que ça envoie à Equifax et TransUnion, c'est qu'il y a quelque chose d'important, il y a un gros changement qui va arriver dans votre vie. Et ça, les changements, c'est pareil, ils n'aiment pas. Donc, un peu de façon automatique, ils vont appliquer en fait une petite pénalité sur votre score de crédit qui veut juste dire « Ah, tiens, il y a quelque chose qui se passe, on va rebaisser, puis notre algorithme, notre suivi donc de l'historique de paiement, le montant dû, etc., va nous permettre de rétablir le score vers le positif ou au contraire vers le négatif selon ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. » C'est pareil pour le nouveau crédit. Dès qu'on accède à quelque chose de nouveau, il se demande, tiens, est-ce que cette personne, elle a demandé une carte de crédit parce que vraiment elle en a besoin pour les points, par exemple, ce qui peut être un gros piège, hein, réfléchissez bien et regardez les détails avant de faire ça. Ou est-ce que c'est par exemple pour vider tout d'un coup parce qu'il y a quelqu'un auquel il faut payer une dette, ou est-ce qu'elle va utiliser ou il va utiliser le montant qui est disponible sur cette carte de crédit qui a peut-être un taux d'intérêt plus bas, pour payer
une carte de crédit où le taux d'intérêt est plus élevé. Ben, ça, c'est pareil. Il l'analyse, il le voit. C'est un signal qui peut être considéré comme négatif. Et enfin, le type de crédit, ça joue aussi. Si vous avez des crédits logement, des crédits voiture, des crédits éducation, par exemple, c'est en général considéré, comme vous allez le voir, on va en discuter, comme une bonne dette. Si vous avez beaucoup de cartes de crédit à la consommation avec 5 ou 6 magasins différents, bon, bah, ça, ils n'aiment pas trop, c'est pareil, parce que ça voudrait dire qu'on est frivole ou qu'on est dépensier. L'économie canadienne va au contraire considérer qu'on participe à la vitalité économique de notre pays. Hein, donc, il y a toujours beaucoup de jugements comme ça assez contradictoires les uns aux autres. Mais en tout cas, ce type de crédit joue aussi. Je reviens du coup, j'ai fini le tour de roue. Je me dis, c'était peut-être une question qu'on va me poser. Si on ne paye pas ces cartes de crédit à 0 à chaque mois, est-ce que ça impacte notre score de crédit? Je dirais oui et non. Ça va impacter notre montant dû, n'est-ce pas? Puisque ce montant, il continue d'augmenter, on ne le remet pas à 0. Donc, ça va impacter dans un certain sens. Par contre, ce que les cartes de crédit nous disent souvent, y compris sur leur relevé mensuel, c'est que tant qu'on paye le minimum, qui est 3% ou 5%, dépendamment de votre contrat. Donc, allez bien regarder sur le contrat de votre carte de crédit. Ça va être important pour nos calculs de paiement accéléré. Mais tant que vous payez le minimum, ça va bien. On ne va pas envoyer de mauvais signal en fait à Equifax ou TransUnion. Bien sûr, je vais dire très honnêtement, ça les arrange, puisqu'en fait, si on ne fait que le paiement minimum, on va mettre des années et des années à repayer en fait le solde. À chaque fois que vous payez une dette, la majorité du temps, la grosse partie de votre repaiement va sur le paiement des intérêts, une petite partie sur le paiement du capital. Donc, c'est pour ça que les dettes peuvent exploser très vite, en fait, si on fait que le paiement minimum. Mais dans le cadre d'une gestion de dette, parfois, pas toujours, mais parfois, vous allez être amené à effectivement faire que les paiements de minimum. Si vous avez vraiment la tête sous l'eau, s'il y a des difficultés à gérer ces dettes-là, on ne veut pas que vous fassiez à chaque fois un paiement très fort, là, très, très important, quand vous avez vos revenus qui arrivent, pour faire rebaisser la carte effectivement à 0, mais au final, on voit que le revenu n'est pas suffisant pour gérer les dépenses après, et donc on est dans un cercle vicieux parce qu'on va réutiliser la carte de crédit. Ce qu'on veut vraiment arriver à faire, quand on prend les choses en main, qu'on se dit ça suffit, ma dette, faut que je la règle, faut que je la baisse, on veut vraiment sortir du cercle vicieux, on veut réorganiser son budget effectivement en fonction justement de ses nouvelles priorités, et on veut gérer cette dette d'une façon plus agile, d'une façon plus créative, pour qu'elle n'ait plus le même poids, pour que le poids s'allège en fait au fur et à mesure des mois où on s'en occupe, plutôt qu'il continue en fait à avoir un gros poids. Ça me ramène en arrière, juste pour vous montrer donc cette question encore. Alors on a différents types de dettes. On a le crédit renouvelable, donc c'est la carte de crédit par exemple, où on va vous donner ou la carte de grand magasin ou l'autorisation de découvert, la marge de crédit, où là on va vous dire vous avez accès à 5 000 $ de crédit potentiellement, puis vous pouvez l'utiliser pendant quelques semaines, enfin pendant quelques jours, vous utilisez une partie de la somme. À chaque fois que vous repayez, vous revenez à ces 5 000 en fait, ça ne descend pas, ça ne revient pas à 0. De l'autre côté, partie de droite de l'écran, on a par contre ce qu'on appelle le crédit ou prêt remboursable par versement. Donc là, on a mis le prêt sur salaire, mais le prêt sur salaire, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux terrible, là, si vous n'arrivez pas à repayer. Ne vous laissez pas avoir, d'ailleurs, je regardais une étude, je crois que c'est comme 22% en fait, des personnes qui utilisent les prêts sur salaire gagnent plus de 100 000 $ par an. Donc le prêt sur salaire, tout le monde peut se faire accrocher. Je pense d'ailleurs, Pierre, vous aviez si je ne voudrais pas me tromper dans votre nom, si vous aviez raison de parler par exemple de dette, oui Pierre, vous aviez raison de parler de dette de jeu par exemple, parce que ça peut être une situation, ou tout simplement le style de vie ou une obligation financière qui a pris le pas, et donc on se perd un peu. Mais c'est tout ce système où on a un montant de dette, parce qu'on a fait un achat en particulier ou un prêt, comme les prêts étudiants, les prêts hypothèques, puis à chaque fois qu'on paye, c'est censé redescendre jusqu'à ce qu'on arrive à 0 et à ce moment-là, le dossier de prêt est fermé définitivement. Donc, il faut voir, quand vous réfléchissez à votre gestion de dette, est-ce que vous êtes dans un crédit renouvelable ou est-ce que vous êtes dans un prêt remboursable par versement? Ça va influencer aussi votre façon de le gérer pour la repayer, cette dette. Hop.
Alors, les bonnes et les mauvaises dettes. Parfois, on met ça, on va diviser donc en deux le type de dette qu'on a pour alors c'est encore l'industrie qui nous le dit ou les mythes en fait de notre culture financière. On va considérer que les bonnes dettes, c'est des dettes qui accroissent, qui font grandir notre valeur nette une fois le capital remboursé et les intérêts payés. Donc effectivement, on a pris un prêt, mais ça fait rien parce que on a un retour sur investissement d'une façon ou d'une autre. Donc dans cette catégorie, on a souvent l'immobilier, avec cette idée qu'on paye une maison, mais ça fait rien, le taux d'intérêt, l'investissement, tout ça. Une fois que c'est payé, si je la revends, je fais une plus-value parce qu'a priori, le prix aura augmenté. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est est-ce qu'au quotidien, cette maison, elle ne continue pas de nous coûter très cher ou trop cher? Est-ce que le poids de remboursement de cette hypothèque, par exemple, n'est pas en train d'influencer négativement notre capacité à gérer nos autres obligations? Rappelez-vous, la Banque du Canada, pour eux, c'est une des deux grandes raisons de l'endettement important des Canadiens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène du propriétaire pauvre. House poor. Donc attention, l'immobilier, c'est d'abord une dépense, c'est pas juste un investissement. L'éducation, on part du principe là aussi que si on prend une dette pour s'éduquer, c'est une bonne dette puisque à la sortie, on va être payé, on a une augmentation de salaire, on a un salaire en fait qui va nous permettre de vivre, donc c'est un retour sur investissement. Là aussi, je regardais des études, d'ailleurs ça sera très important pour vos jeunes, qui montrent le rapport entre le coût des études pour certaines professions, je ne vais pas les reciter, et le salaire en fait que ça rapporte en fait à la sortie. Donc c'est important de regarder ça. Il y a les études, mais vos jeunes, comme vous-même d'ailleurs, regardez aussi quelle est la valeur en fait de ce diplôme-là, quelle est la valeur de cet apprentissage à la sortie sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ces études-là. Si c'est quelque chose qui vous importe, si c'est votre vocation, bien sûr, allez-y. Mais c'est juste qu'au niveau des calculs, on ne va pas toujours se dire que ce prêt-là est important, enfin est positif. Les investissements, c'est pareil. On peut vouloir faire des investissements et puis on fait des investissements automatiques là chaque mois en se disant ça me rapporte pour ma retraite, mais c'est peut-être le montant qui manque justement sur la table à chaque mois pour éviter de rentrer dans des dettes qui coûtent plus cher. Les gens me disent en ce moment, mais pourquoi est-ce que je ne devrais pas investir sur les cryptocurrencies, par exemple, les crypto-monnaies, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Déjà, il y a la prise de risque qui est très importante, mais si d'un côté, on fait un investissement qui a un retour sur investissement, on va sortir des crypto-monnaies, parce qu'effectivement, le risque c'est très spéculatif, donc on ne peut pas prévoir ce qu'on va en ressortir. On ne peut jamais prévoir d'ailleurs des investissements, ce qu'on va en ressortir exactement. Mais si j'ai d'un côté, si je mets 200$ par mois, par exemple, sur un investissement dont je sais qu'il va me rapporter en moyenne un 4-5%, et que pendant ce temps-là, je n'ai peut-être que 20$ ou 100$ pour repayer une dette qui aujourd'hui me coûte 19,99. Le calcul, il est vite fait en fait que cet investissement-là, c'est peut-être pas si positif en termes de valeur personnelle parce que vous avez votre dette de l'autre côté, là, la vraie dette, prêt à la consommation, prêt sur salaire, prêt sur voiture, qui est en train de vous pousser vers le bas en fait. Les mauvaises dettes, c'est les dettes que je viens de citer, parce qu'effectivement, on part du principe qu'une mauvaise dette, c'est celle qui, quand on revend, il y a eu une dépréciation. Et c'est vrai que si on achète un vêtement ou si on achète une fourniture pour la maison ou si on achète une voiture, du moment où on la sert du magasin, qu'on enlève l'étiquette, pour la revendre, on va déjà la revendre. Si on devait la revendre, on la vendrait déjà à une fraction toute petite du prix. Il y a une dépréciation immédiate. Donc, on n'est pas en train d'investir ou de dépenser notre argent dans des avoirs, mais au contraire, on est en train de revenir en arrière. Donc, réfléchissez. Je vous disais, regardez bien ces types d'éléments. Donc, la première chose, c'était pourquoi est-ce que vous êtes en dette? Qu'est-ce qui s'est passé? D'identifier les raisons. Et après, d'essayer de voir, est-ce que j'ai considéré que c'était une bonne dette ou une mauvaise dette? Est-ce qu'il y a potentiellement une augmentation à la fin du chemin, entre guillemets, ou pas du tout? Il y a déjà une dépréciation. Ça aussi, ça va vous permettre de juger, est-ce que je garde cette dette, entre guillemets, ou est-ce que je m'en débarrasse très, très vite? Et puis le très très vite, il faut bien le penser pour ne pas se rater. Les ratios, donc je le disais, premier impératif pour sortir de l'endettement, puis vous me le mentionniez aussi, c'est de connaître ces chiffres.
C'est vraiment la clé de la compréhension du pourquoi est-ce qu'on a perdu le contrôle et pourquoi est-ce qu'on a dérapé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé que nos revenus ne suffisent pas pour combler ou pour faire face à nos dépenses. S'il y a deux colonnes, il faut bien gérer ces deux colonnes. Donc, il faut identifier les sources de difficultés, les erreurs qu'on a faites, les sources de difficultés, si c'est extérieur, etc. Prendre nos responsabilités, être créatif, s'accrocher et aller chercher les pistes de solutions pour savoir combien est-ce qu'on a de revenus exactement, combien est-ce qu'on a de dépenses exactement. Donc, première pierre angulaire, la boussole dont on a absolument besoin toujours, c'est le budget. Sans budget, on ne navigue pas. On ne sait pas où on va, en fait, on n'a pas de boussole, on n'a pas de direction, on ne saura pas exactement comment sortir de cette situation. Donc, essentiel de budgéter avec une approche du budget qui est bien particulière. Je parlais des ratios. Là, j'utilise les ratios d'une coopérative qui s'appelle Desjardins. J'ai d'ailleurs le lien. Hop, je pensais avoir mis le lien. On a ce qu'on appelle en éducation financière et puis dans les services, dans l'industrie en fait financière, ces ratios qui doivent nous permettre de faire des choix éclairés. C'est des ratios qui ont été déterminés pour certains dans les années 90 et qui n'ont pas bougé depuis. Donc, je vous demande juste de faire le lien, c'est pour ça que j'adore montrer en fait les statistiques, de faire le lien avec ce que la Banque du Canada nous a expliqué, que l'endettement des Canadiens a augmenté. Alors d'abord, on nous disait 20 ans, et puis en fait, c'est 30 ans, et puis c'est plutôt effectivement depuis les années 90, là, où il y a eu un certain nombre de dérégulations, de changements systémiques, changements sociaux, etc., qu'on a vraiment décroché, qu'il y a eu un décrochage entre le salaire et le coût de la vie. Donc, mais quand même s'il y a une déconnexion, ça reste des très très bons guides pour comprendre et pour analyser nos dépenses. Il y a une façon de faire les budgets, moi, que je n'utilise pas quand je travaille sur mon budget d'abord, sur les budgets en général. J'aime bien dépenser en 3 catégories, diviser en 3 catégories. La première, c'est la sécurité. La sécurité aujourd'hui, la sécurité demain. On veut voir combien est-ce qu'aujourd'hui on dépense sur ces catégories-là pour voir si on rentre à peu près dans les échelles qui sont déterminées ou si on est complètement en dehors, soit par le bas, soit par le haut. Donc, dans la sécurité, qui est donc l'essentiel, hein, on veut l'épanouissement de nos familles, ça veut dire qu'on est prêt pour aujourd'hui et on se prépare aussi pour demain. On veut d'abord réfléchir à notre épargne. Qu'est-ce qu'on épargne par mois? Est-ce qu'on est même capable d'épargner? La moyenne des Canadiens avant la pandémie, c'était 6% en fait. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui font beaucoup, beaucoup moins, d'autres beaucoup, beaucoup plus. Mais là, la suggestion, c'est d'arriver en fait à épargner à peu près entre 5 et 10%. Rappelez-vous, c'est des ratios d'il y a longtemps en plus, hein, donc ça dépend du type de projet que vous avez pour votre épargne, du type de maison que vous voulez acheter, etc. Notre Premier ministre rappelait que ça prend 280 mois en moyenne pour une famille, moyenne sur Toronto pour mettre de l'argent de côté pour un déposit de maison par rapport au prix moyen des maisons sur Toronto. Donc, il faut faire votre calcul. C'est pas des calculs si compliqués. On a d'ailleurs un professeur de marketing avec nous, Paul, qui est aussi très bon en finance. Donc, il vous le dira, ça ne demande pas des chiffres non plus très, très compliqués. Puis, il y a des calculateurs qui existent. Donc, l'épargne, on voudrait que ce soit entre 5 et 10%. Le remboursement de la dette aussi, on voudrait que ce soit entre 5 et 10%. Donc, là aussi, regardez, vous avez votre revenu mensuel, votre revenu annuel. Combien est-ce que vous êtes obligé de consacrer pour repayer cette dette? Puis ça va vous dire, si vous êtes entre 5 et 10, vous allez voir les autres catégories, comment ça se passe. Mais si vous êtes à 20% pour repayer votre dette, et puis que vous êtes aussi en dehors de ces échelles-là sur d'autres catégories, vous n'allez pas sortir du cercle vicieux. Vous allez être toujours en surdépense, surdépense, surdépense. Fonds d'urgence. Là, le fonds d'urgence aussi, c'est essentiel. Quand il y a de mauvaises surprises, on peut aller se tourner vers ce fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, certains disent c'est entre 3 à 6 mois de revenus qu'il faudrait pouvoir mettre de côté. Moi, j'aime bien parler de dépenses essentielles qu'il faut mettre de côté. Donc, on veut pouvoir gérer, avoir suffisamment de fonds dans un compte accessible entre 3 à 6 mois, ou en tout cas sécurisé. On ne veut pas spéculer sur notre fonds d'urgence, qu'on peut aller chercher
pour s'il y avait la réparation de la voiture, une réparation dans la maison, des frais médicaux à assurer, un voyage rapide chez la famille. Ça arrive souvent pour les immigrants, par exemple, et puis ça vient tout de suite créer un problème en fait au niveau des budgets. J'ai vu ça souvent. Donc le fonds d'urgence entre 5 et 10%. Ça nous amène après aux dépenses essentielles. Donc on veut d'abord se sécuriser, après on regarde les basiques. Le logement entre 25% et 35%, ça c'est ce qui est répété très souvent. Si vous avez un remboursement de logement ou un loyer par exemple qui prend 60% de votre loyer, de votre revenu, mais il y a une grosse problématique qu'il faut pouvoir adresser d'une façon ou d'une autre, ou sinon il faut pouvoir couper. Là, c'est des répartitions aussi par rapport au style de vie. Il va falloir couper du coup d'autres dépenses, avoir vraiment conscience de ces chiffres, mais pas juste le montant, c'est pas juste je dépense 500 $ là-dessus ou 3600 $ là-dessus. C'est vraiment le poids de l'un par rapport à l'autre. C'est ça qu'on veut aller chercher avec ces ratios. L'alimentation entre 5 et 15, service au domicile, donc ça c'est le téléphone, l'électricité, le téléphone, l'électricité, etc. Entre 5 et 10, donc vous voyez quand on prend deux téléphones portables ou 3, comme c'est aujourd'hui presque indispensable, mais rien que cette partie-là, elle dépasse vite. La santé entre 5 et 10, et puis après il y a les dépenses non essentielles, mais qui sont des dépenses de plaisir, qui sont des dépenses de vie, tout simplement, de style de vie, vêtements, loisirs, éducation, personnel. Ce que vous ne voyez d'ailleurs pas, j'imagine, ce que vous voyez qui manque bien là-dessus, c'est la garderie. Le coût de la garderie, on sait qu'en Ontario, en plus, c'est très cher par rapport aux autres villes, par rapport aux autres provinces. Donc, ça vous montre aussi, cet outil est excellent, mais il faut aller retravailler ces pourcentages. Donc, on a identifié pourquoi est-ce qu'on est en dette, on a identifié quel type de dette. Maintenant, on veut voir comment est-ce que ce remboursement de dette ou ce poids de la dette à chaque mois se positionne par rapport à nos autres catégories de dépenses. Pas juste les montants, mais les pourcentages, ça nous donne vraiment une meilleure visibilité en fait pour passer à l'étape suivante qui est vraiment de répartir notre revenu. Si on est vraiment sérieux pour attaquer cette dette, on va devoir répartir notre revenu selon nos priorités. Si c'est assurer un toit, une alimentation saine, le transport pour le travail, et puis de rembourser notre dette le plus vite possible, par exemple, pour qu'on puisse commencer après à faire le fonds d'urgence. Quand je parle de rembourser la dette le plus vite possible, c'est hors hypothèque de la maison, sauf si on voit, quand on réfléchit justement, quand on analyse les chiffres, que ce poids de la maison est trop important. Il y a d'autres types de décisions à prendre, mais on ne veut pas attendre d'avoir repayé complètement sa maison, par exemple, pour mettre de l'argent pour un fonds d'urgence pour les études de ses enfants. Par contre, quand c'est des cartes de crédit, par exemple, on veut vraiment pouvoir attaquer en parallèle avec un poids un peu plus important sur les cartes de crédit parce que le taux est tellement fort là, on veut pouvoir avoir fini avec ça. Donc, ces ratios-là, vous voyez, ça, c'est entre 15 et 30 pour la sécurité, 40 et 70. Une bonne façon de rebudgéter quand vous commencez à vous attaquer à cette dette-là, c'est effectivement de regarder vos dépenses fixes, celles auxquelles vous ne pouvez pas toucher, voir s'il n'y a pas moyen de les faire baisser celles-ci par des choix, des sacrifices ou des choix drastiques de changement de vie, par exemple. Mais vous pouvez aussi les regarder dans les dépenses non essentielles ou dans certaines dépenses éventuellement de sécurité ou des choses comme ça, mais c'est votre décision en fait, pour établir un pourcentage. Comme ça, à chaque fois que votre paye arrive, il y a des petites considérations supplémentaires à prendre par rapport aux dépenses annuelles, par exemple, que vous devez couvrir, etc., pour vraiment avoir un budget solide sans surprise. Mais vous allez pouvoir, en faisant ce type d'analyse, dire, OK, ma dette, je veux vraiment pouvoir m'en débarrasser, je vais être capable d'allouer tel argent supplémentaire pour le remboursement de ma dette parce que je suis allée couper un petit peu là, couper un petit peu là. Puis on va voir pourquoi parler à sa famille en fait de sa situation, pourquoi impliquer ses enfants dans la gestion de la dette, c'est essentiel parce que c'est une aventure familiale, c'est des sacrifices familiaux. Quand on a bien fait ses calculs, combien de temps ça nous prend, etc., on est capable aussi de donner une ligne d'arrivée en fait à la famille, dépendamment de l'âge de l'enfant, on en parlera, le temps passe si vite, mais on va en parler. Dépendamment de l'âge de l'enfant, comment est-ce qu'on parle des dettes et comment est-ce qu'on les implique pour ne pas être tenté de les surprotéger ou
ou de cacher la réalité, du coup d'être obligé, de se sentir obligé de faire des dépenses sur les loisirs, par exemple, qui vont nous mettre encore en difficulté, puis on va pas s'en sortir. La dette qu'on paye aujourd'hui, c'est aussi de l'épargne qui n'est pas disponible pour les enfants après, pour les études, par exemple. Donc, on veut pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Alors, je regarde, Paul qui fait ratio, attention à noter si les gens vérifient et disent que je suis OK, mais le total des pourcentages. Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment, absolument, il faut regarder, j'ai mis les minimums, j'ai additionné les minimums et les maximums. Tout à fait, Paul, exact. Merci Soula pour le petit message sur le temps qui me reste. Bonjour, Asiatou. Donc, il faut bien effectivement regarder là comment est-ce qu'on se positionne, si on est au début de l'échelle ou à la fin de l'échelle et repositionner les autres catégories en fait en fonction pour ne pas dépasser. Ce qu'on veut, c'est arriver à 100% là, mais pas dépenser un sou de plus que ce qu'on gagne. Ou aller chercher des revenus supplémentaires pour couvrir justement ces dépenses-là. C'est une autre réflexion. Et là, on peut se tourner aussi sur des ressources communautaires pour aller chercher des solutions ou des cours ou des choses pour aller chercher des revenus. Je dis ça dans le contexte du Covid, c'est encore plus compliqué. Dans la vie normale, c'était compliqué. Donc, c'est encore quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, on prend conscience du problème, on prend conscience aussi des différentes possibilités qui se présentent à nous. Donc, il faut réfléchir. Il n'y a pas le choix. Il faut analyser et calculer. Il n'y a pas le choix. Il faut aussi prioriser, ce qui va être très important. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, demain? Il faut aussi se laisser un petit peu de champ j'allais dire, de relaxation et de bien-être. Hein. C'est un peu comme si on commençait un régime alimentaire, là, le régime qui va nous permettre d'avoir des habitudes saines, ou en tout cas des habitudes adaptées à notre corps pour le plus long possible. C'est pas toujours celles qui sont le plus agressives en fait des méthodes. Donc il faut bien se connaître et voir comment est-ce qu'on peut organiser ça et donc agir ensemble comme je le disais. Les fameuses méthodes de remboursement accéléré, repayer sa dette, donc ça va être effectivement une priorité, mais c'est une priorité à mesurer, hein, encore une fois. On veut regarder par rapport aux autres postes de dépenses, on veut calculer le poids de sa dette, on veut aussi calculer le poids mental, le poids physique que va avoir cette dette sur nous. Là aussi, je repensais à une jeune femme avec qui j'avais eu pas mal d'échanges, qui me disait, mais moi, tout mon salaire, je vais le mettre sur le remboursement de ma carte de crédit, puis après, je verrai. Je fais, mais il y a peut-être quand même possibilité que tu commences à mettre un petit peu d'argent pour préparer ta vie d'après, en fait, sans perdre de temps. Donc, l'idée, c'était qu'elle puisse mettre un petit peu d'argent quand même de côté pour ses études, pour que quand arrive le temps où enfin elle est libérée d'un certain nombre de situations, elle peut payer tout ou partie, en tout cas, de sa première année d'études. Déjà, c'est une satisfaction, mais c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans les dettes. Oui, Asiatou, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, Faiza. Est-ce que je voulais juste, au lieu d'écrire, en fait, je n'ai pas mes lunettes, donc Oui. je ne sais pas, est-ce que c'est, parce que moi, ça m'a, la littératie financière m'a intéressée depuis que je suis arrivée au Canada. Parce qu'on n'a jamais connu des cartes de crédit. En Guinée, quand je quittais, il n'y avait même pas de carte de guichet, en fait. Exact, oui. Donc, on fonctionnait par cash et on Ouais. vit du jour au jour. Exact. Donc, arriver ici à avoir géré des cartes de crédit, je pense que c'est la réalité de beaucoup d'immigrants. Tout à fait. Et, mais comme je disais, je ne sais pas si tu connais Dave Ramsey. Oui, bien sûr. Ben, il Voilà. parle beaucoup de ces méthodes-là, en fait. Oui, des méthodes de vraiment… La méthode dont je vais parler maintenant, oui, tout à fait, il les utilise pas mal. Ouais. Ok, super. Je le suis beaucoup et personnellement, j'ai envie d'éliminer les cartes de crédit de ma vie. J'utilise ce que j'ai et puis, comme tu le dis, parce que sinon, ce n'est pas évident. Quand tu as des cartes de crédit de 20 000 $, tu as l'impression que tu as 20 000 et puis tu ne… En tout cas, mais ça rentre. Oui, tout à fait. C'est vraiment des décisions sur lesquelles il faut réfléchir dans la globalité, en fait. Fermer sa carte, ça va être effectivement un choix qui doit être un choix
éclairé. Le score de crédit ne se calcule pas uniquement avec les cartes de crédit, effectivement. Donc, c'est des réflexions de pour ou contre qui doivent se poser. Mais effectivement, Dave Ramsey, on aime ou on n'aime pas, j'aime beaucoup, beaucoup des choses qu'il dit, en fait. Tout à fait. Ouais. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses, Faiza? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses pour quelqu'un qui d'utiliser une carte de crédit ou d'utiliser l'argent que tu as? C'est vraiment, alors si je ne parle que de moi, et tu le sais, Asiatou, pour ceux qui ne connaissent pas Asiatou, c'est une entrepreneur, c'est une chef d'entreprise, c'est très différent d'être entrepreneur, c'est une chef d'entreprise qui est aussi très impliquée dans la communauté, qui a une fondation. Quand on est entrepreneur, on veut quand même avoir accès à du cash éventuel. Donc moi, les cartes de crédit, j'ai pris la décision de les conserver parce qu'il est toujours plus facile de demander de l'argent supplémentaire potentiel quand on n'en a pas besoin que quand on en a besoin. Donc, c'est cette situation-là. Le fait est aussi de vivre sur Toronto, il y a toujours éventuellement l'urgence. Étant immigrante, il y a toute une vie financière à réorganiser, etc. Donc, c'est vraiment un processus. Ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est quel est mon style de vie? Quel est le type de vie que je vais avoir? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes projets maintenant? Quels sont mes projets après? Quel est mon plan A? Quel est mon plan B aussi en cas d'urgence, etc. Quand on a vraiment posé quand on s'est vraiment posé tout ce type de réflexion, on peut aller chercher soit des alternatives, puisqu'aujourd'hui on commence à avoir des alternatives de crédit. Enfin d'accès en tout cas à des crédits qui vont nous coûter moins cher. On est vraiment dans un mode de technologie, la développement de technologie, où il y a des alternatives qui peuvent être intéressantes. C'est une conversation en soi, mais c'est sûr que la meilleure façon d'utiliser son argent, c'est quand on utilise son propre argent, à moins que, encore une fois, on ait la possibilité des risques particuliers à gérer ou à anticiper, ou qu'on puisse avoir accès à des opportunités d'investissement particulières. Mais ça, c'est des conversations qu'on a et dans lesquelles on s'engage vraiment en prenant en compte sa vie précise, spécifique. On ne peut pas aller juste chercher, tiens, qu'est-ce que répond cette personne-là, parce que cette personne-là va répondre à partir de sa situation personnelle, en fait. Donc, ça va dépendre des situations, mais effectivement, il y a tout un courant aujourd'hui de style de vie qui voudrait le minimalisme, par exemple, qui voudrait effectivement se couper des possibilités de crédit. Mais c'est une conversation en soi, tout à fait. On a des commentaires par rapport à ta question. Qui font réagir. Paul qui parle par exemple, ça dépend de la discipline de l'individu, de sa capacité de suivre un budget, tout à fait. Pour certains, je regardais d'ailleurs une entrevue d'un jeune homme qui lui, je crois qu'il avait dit qu'il avait une trentaine de cartes de crédit. C'est une série sur Netflix, pour ne pas citer Netflix, je suis désolée, mais qui s'appelle Money. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, le contexte est quand même différent, hein. On parle des États-Unis où il y a toute une relation à la dette qui est encore plus extrême qu'au Canada, dans une certaine mesure d'ailleurs, mais en tout cas, ils doivent s'endetter ils contrôlent tellement bien ces cartes de crédit qu'elles sont toujours repayées à zéro, mais qui profitent effectivement de tous les points pour voyager. Là, avec le Covid, ça lui sert pas beaucoup, mais c'est effectivement un exemple intéressant de discipline et de connaissance. C'est là où la connaissance donne le pouvoir. Plus on connaît le système, les cartes auxquelles on accède, par exemple, ou les crédits auxquels on accède, plus on se connaît soi-même aussi et ses chiffres, et le mieux en contrôle on va rester, en fait. Je continue, j'ai encore quelques minutes pour donc vous parler de ces fameuses méthodes de remboursement accélérées. Donc, je mets Albert Einstein, ça peut en déconcerter certains quand on se dit mais quel est le rapport entre la science et les finances? Mais c'est les mathématiques qui font le pont entre les deux. Et il a cette phrase qui dit que les intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés, sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Le taux d'intérêt, ça peut être très positif pour nous si c'est de l'argent, si c'est un retour sur investissement, quand on fait un investissement par exemple. Si c'est par contre sur un crédit et qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle les intérêts composés, je vais vous montrer un schéma qui va vous permettre de faire la différence, c'est nous qui les payons en fait. Et là, ça devient très très douloureux. Donc là, je vous montre un exemple positif de calcul d'intérêt composé de 10% sur les 20 prochaines années. C'est l'exemple que je suis allée trouver. Donc on imagine, on a la partie verte, c'est le principal. Donc l'argent qu'on met à investir qui est de $1000. Si je fais un calcul donc de 10%,
à chaque année que je gagne, intérêt simple, donc le calcul d'intérêt simple, ben, je rajoute 10% sur ce principal, donc 1000, ben, 1000, l'année d'après, ça va être 1010, puis l'année d'après, ça va être 1020, etc., etc. Au bout de 20 ans, j'accède à un peu moins de 3000 $. Donc ça, c'est l'intérêt simple, ça grossit doucement, mais ça grossit pas très vite. Par contre, ce qu'on appelle l'intérêt composé, c'est que j'ai effectivement 1000 $ la première année. La deuxième année, j'ai 1010 $, puisque j'ai gagné 10%. Le 10% l'année d'après, il n'est pas calculé sur 1000, mais il est calculé sur 1010. Puis l'année d'après, sur 1010 plus 10%. Donc 1010 plus 10%, ben c'est là qu'on ça va faire 120.1, 1020.1, je pense. Ah, j'aurais dû le mettre sur papier. J'essaie de calculer vite. Mais en tout cas, là, ça grossit très, très vite dans le bon sens. Effectivement, l'intérêt composé, on veut aller le chercher quand on fait travailler son argent. Par contre, dans le cas de la dette, c'est quelqu'un qui fait travailler, qui travaille contre nous, en fait. On a emprunté, puis en même temps, on est allé chercher, entre guillemets, dans le sens où c'est nous qui sommes allés chercher cet argent-là pour le faire, pour l'utiliser, en attendant de pouvoir le rembourser dans le futur. Donc, on a notre part de responsabilité, ne la perdons pas. Mais dans ce sens-là, ça va très vite, dans le positif. Quand c'est du crédit, surtout à 19,99, vous imaginez bien que cette courbe monte très très vite. Pourquoi je la montre, cette courbe de l'intérêt composé? C'est quand on paye que les intérêts minimums, par exemple, ou qu'on ne repaye pas ses dettes à zéro, dans le cadre des crédits renouvelables comme les marges de crédit et les cartes, ça va effectivement très vite et on se retrouve à aller plus vite que à vouloir aller beaucoup plus vite qu'une voiture qui est à 100 à l'heure en fait. On ne peut pas vraiment aller plus vite que ça. Donc, ce qu'on veut faire avec cette méthode de remboursement accéléré, c'est mettre un coup d'accélérateur à notre repaiement. D'accord? Donc, on veut passer d'un système d'intérêt simple à un système d'intérêt composé, mais nous-mêmes en tant que payeurs, en tant que rembourseurs de notre carte. Comment ça marche? On a donc deux méthodes. La première qui s'appelle, vous l'avez sur la partie gauche, puis j'ai un exemple. Sur la partie gauche, ça s'appelle la méthode avalanche. Donc une avalanche, la neige commence du haut et puis elle descend là, et puis au fur et à mesure que ça descend, la neige se rajoute là, s'entasse, jusqu'à ce que ça nous fasse une vague en fait si on est au pied de la montagne. Donc c'est ce principe-là de commencer du haut. Donc on va commencer à payer nos dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé, par celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Boule de neige, c'est différent. Boule de neige, on est tout en bas, puis on est même à plat en fait, ou un petit peu d'élévation. Et on commence avec un tout petit peu de neige, puis on fait rouler au fur et à mesure, puis c'est en train de grossir et ça avale la neige. Donc là, ce serait la méthode si on décide de commencer par le solde sur lequel on a le montant le plus bas. Donc d'un côté, on se pose des questions par rapport au taux d'intérêt, de l'autre côté, on est sur le montant de cette dette-là. Sur la méthode avalanche, qui est celle sur laquelle je vais vous montrer le résultat, en fait, comment ça peut se passer. Donc, on commence avec le taux de la dette au taux d'intérêt le plus élevé pour concentrer nos efforts sur cette dette-là. Parce que le taux d'intérêt composé, vous voyez comment ça va vite. Donc, on veut éviter de payer beaucoup d'intérêt avec cette dette-là, sur ces dettes-là. Par contre, on continue de payer les autres dettes au minimum demandé. On n'arrête pas de payer nos autres dettes, continue, mais du coup, on contrôle le montant de chaque mois, d'un mois sur l'autre. Donc, on est capable, au niveau de son budget, de savoir et puis de faire des plans pour avancer, en fait. Et on a une date de fin, en fait, avec ce type de process. C'est ça que j'aime bien dans ces méthodes de remboursement accéléré, c'est qu'on sait exactement quand est-ce que ça finit, quand est-ce qu'on peut enfin respirer. Si on a été discipliné, c'est le mot-clé, effectivement, Paul, il faut être très discipliné, il faut garder à l'esprit pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ce processus. Et les dettes sont payées plus vite et en payant moins d'intérêt. Je vais vous montrer comment. De l'autre côté, donc si on fait boule de neige, là, c'est plutôt pour avoir la satisfaction d'avoir au moins une de ces cartes qui arrive à zéro le plus vite possible. Et donc, on commence par la balance la plus basse. On continue là aussi de payer les autres dettes au minimum dépensé, demandé. Donc, on a ce contrôle d'un mois sur l'autre. On reprend le contrôle sur son processus de paiement. Et on a donc un effort mental et émotionnel qui paye plus vite. Il y a peut-être une carte qui vous embête. Effectivement, il n'y a pas beaucoup dessus, mais vous allez avoir l'impression que vos efforts payent. Voilà, c'est à zéro. Vous avez votre papier, vous êtes content.
très contente, vous êtes soulagée en fait, on va arriver au soulagement. L'autre, c'est un marathon ou même un ultra-marathon, mais en tout cas, on paye, on sait qu'on va pouvoir garder un peu plus d'argent dans nos poches. Comment ça marche? Donc là, j'ai fait un petit exemple. On imagine qu'il y a une première dette de carte de crédit qui est à 5 000 à 19,99 €. D'ailleurs, ça peut être une carte de magasin aussi, par exemple. On va dire que c'est une carte de magasin. On a une deuxième dette qui est de 8 000 $ sur une carte de crédit à taux réduit de 12,9%. Et puis, on a une dette de 20 000 $ qui est une dette, par exemple, de marge de crédit apposée à notre maison si on est propriétaire de la maison. Puis celle-là, du coup, le taux d'intérêt est un peu plus bas, 8%, mais c'est 20 000 $, donc ça nous fait peur et c'est vraiment une grosse dette. J'ai fait le calcul de mon côté en utilisant un calculateur en anglais. Je suis désolée, ça n'existe pas en français. J'espère que je vais en trouver un, mais en tout cas, ce n'est pas le cas encore. J'ai 4 minutes, waouh, le temps passe vite. Donc, j'ai fait les calculs des montants minimums sur chacune de ces cartes ou chacun de ces crédits. Et ça ferait qu'en fait, pour repayer ces cartes de crédit dans le processus dans lequel on s'engage, ben, on aurait 1090 $ alloués au service de la dette. Donc, vous vous rappelez, hein, quand on regarde les ratios, si on décide dans ce cas-là de mettre 1090 $ sur le remboursement de sa dette, c'est qu'on a d'abord regardé combien est-ce qu'il fallait dépenser sur le reste, puis on s'est dit, OK, je vais couper là-dessus, je vais couper là-dessus, je vais réadapter. Quand on utilise couper psychologiquement, on a l'impression de se faire mal, mais en fait, on se fait du bien parce qu'on va rembourser sa dette. Hein. Il faut trouver sa carotte, là. Il faut voir ce qui va nous animer pour gérer le sacrifice. Mais en tout cas, c'est un sacrifice pour la bonne cause. Donc, on regarde. Si on payait sans regarder, justement, sans utiliser les méthodes de remboursement, peut-être qu'on a juste ces 100 $ qu'on peut rajouter en plus des paiements minimums pour payer nos dettes. On se dit, OK, ma dette là, de 20 000 $, elle me fait peur, elle m'inquiète, je vais mettre 50 $ là-dessus. Celle de 8 000, elle m'inquiète aussi, je vais mettre 30 $. Du coup, ça veut dire que je peux mettre que 20 $ par mois pour rembourser celle de 5 000. Bon, comment est-ce que ça se passe? On va regarder, j'ai le test, j'ai les résultats de ce test, de cette comparaison sur la diapositive suivante. Comment est-ce que ça marche par contre la méthode avalanche? Donc on va en fait payer le minimum sur la dette 2 et la dette 3, puisqu'on a des taux d'intérêt qui sont de 12,9 et de 8%, vous l'avez vu, et on va concentrer ces 100 $ supplémentaires qu'on peut mettre, ça pourrait être 200, ça pourrait être 300, vous allez regarder par rapport à vos capacités, mais vous allez les concentrer sur la dette numéro 1, jusqu'à, alors 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, le temps que ça va demander, jusqu'à ce que cette dette soit repayée complètement. Et du coup, les 100 $ plus l'argent minimum que vous mettiez sur cette dette numéro 1, vous allez tout garder et vous allez le rebasculer sur la dette numéro 2. Donc sur la dette numéro 2, on a toujours le minimum qui était alloué à cette carte-là, plus le minimum qu'on avait mis sur la dette 1, plus les 100 $. Le temps que ça continue jusqu'à ce que cette dette 2 soit repayée. Et on bascule encore l'ensemble de ce qu'on payait sur la dette 2 sur la dette 3. Donc vous voyez que sur la dette 3, effectivement au début vous étiez sur les minimums, mais comme vous avez baissé les autres, là vous avez fermé vos 2 autres dettes, ou en tout cas vous les avez remis à zéro, ben, d'un coup vous avez 1090 $ à la fin sur votre dette 3 que vous êtes capable de mettre de mois en mois au lieu de le minimum plus 50 $ comme si on était sur le scénario normal de remboursement normal. Donc, je suis allée regarder, j'ai mis les 2 liens ici, hein. Méthode simple que vous allez trouver sur le site, l'excellent site, je l'ai visité, on fait beaucoup d'efforts au niveau des termes, des explications de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Il y a une méthode simple de calcul, vous rentrez vos éléments par rapport à vos cartes de crédit, ça vous fait le calcul, combien est-ce que vous pouvez payer, etc. Et il y a donc le lien vers cette méthode accélérée. J'ai mis tous les éléments ici, donc la dette numéro 1, 5 000 $, 19,99. Si on paye 150 $ par mois, qui est le minimum, on va payer sur cette carte de 5 000 $. Quand on aura fini de payer, c'est la colonne tout à gauche, tout à droite là, au bout de 50 mois, on aura payé 2 357 $ d'intérêt en plus. La dette 2, 8 000 $ à 12,99. Le minimum, c'est 240 $ qu'on doit mettre sur cette carte pour ne pas avoir de pénalité sur notre score, hein, sur notre historique par exemple. Ben, là, 42 mois pour la repayer cette carte et on paye 1 959 $ d'intérêt sur cette carte qui donc était à 8 000. Sur la dette de 20 000 qui nous fait tellement peur, le minimum c'est 600 $.
Ça nous prendrait 38 mois pour la payer si on paye que les minimums et on paierait en fait un peu moins de 10%, puisque vous voyez le taux d'intérêt est de 8. Donc 2693 $ d'intérêt, presque autant un tout petit peu plus que la dette de 5000 $, donc 4 fois moins, mais qui a un taux d'intérêt plus de 2 fois l'importance de la carte à 8. Donc, vous voyez à quel point l'intérêt, le taux d'intérêt est important à prendre en compte au-delà du montant de la dette en lui-même. J'ai fait le calcul pour vous montrer en fait qu'est-ce que ça donne ce système accéléré. Donc, sur la première ligne, et on a imaginé, donc, en plus des minimums, qu'avec les efforts que vous avez fait de budgétisation, on était capable de mettre 100 $ de plus sur le repaiement de cette carte. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a notre dette totale qui est de 33 000 $. D'accord? La première ligne. 990 $ qu'on repaye à chaque mois. Ça nous prend 50 mois au total pour tout repayer, parce qu'on est en train de payer en parallèle, et on paye au total un taux des intérêts de 7 000 $. D'accord? Le système de dette accélérée, de repaiement de dette accélérée en utilisant la méthode Avalanche, c'est toujours le même montant, sauf que vous mettez 100 $ de plus. Et puis cet argent-là, en plus, vous êtes en train de l'organiser d'une façon différente. Donc non seulement vous payez vos dettes 1 an et 2 mois avant, que si vous utilisez la méthode simple, mais en plus, vous payez 1438 $ de moins en taux d'intérêt. Vous voyez? Juste parce qu'en fait, on est en train d'utiliser la force de l'intérêt composé pour nous et non pas contre nous. Je vais demander peut-être à Soula 3 minutes supplémentaires. Ah, 5 minutes, tu me donnes, Soula, tu es généreuse, merci. Puis vous ne me voyez pas ni rire, ni bouger les mains, c'est un peu bizarre. Ça, c'est ce qu'ils appellent le payoff summary. Donc, c'est en anglais, mais c'est vraiment votre sommaire de repaiement. Donc, ça, si c'est un outil qui vous intéresse et que vous allez utiliser, ben, je vous propose vraiment de l'imprimer, en fait. Faites votre scénario, imprimez-le, gardez-le soit dans votre agenda, soit quelque part où c'est visible. On ne veut plus cacher en fait ce sujet-là, il n'y a pas de honte à avoir. On a la fierté au contraire qu'on peut commencer à construire pour soi, c'est d'avoir fait ce travail-là et de commencer à prendre les choses en main. Encore une fois, on n'est pas les seuls à être en dette. Le Canada est un pays endetté. Donc, on a ça sur lequel on veut vraiment s'appuyer. Ça m'amène par contre à la question des recours, consolidation et faillite. Si ce type de travail, ce type de méthodologie, donc le pourquoi, le comment, le quoi, comment est-ce que je paye, quel montant je peux payer, puis j'ai travaillé mon budget, puis je m'en sors pas. Je vous ai parlé de 2 organismes qui peuvent vous aider en début d'atelier. Je vous demande aussi de cliquer sur ce lien, donc toujours de l'agence dont je vous parlais, qui explique très très bien les différents recours. Lisez chacun de ces documents. Ça va vous prendre 10 minutes pour lire chacune des pages, peut-être un peu plus si vous devez aller chercher certaines définitions, mais outillez-vous avant de contacter ces organismes-là ou avant de contacter peut-être des organismes qui vont vous demander de payer, des entreprises privées, mais vous voulez vraiment vous armer, comprendre les conséquences. Là aussi, une faillite, moi j'ai rencontré des gens qui sont passés par la faillite et la consolidation. La vie ne s'est pas arrêtée. La vie reprend après. C'est une façon de pouvoir respirer. D'accord? Donc là aussi, on laisse la honte de côté. On veut vraiment recommencer à zéro. On veut aussi faire ça pour ses enfants parce que sinon, c'est quelque chose qu'on continue de porter en fait sur leur poids aussi, hein, parce que c'est de l'argent qu'on met plus de côté pour leur éducation ou pour les aider pour leur retraite, pour leurs études, peu importe. Donc, on veut vraiment pouvoir prendre les choses en main. Les solutions viennent par l'accompagnement et par la recherche d'informations. Hop, j'imagine que les gens aimeraient les liens dans le chat pour les calculateurs. Oui, tout à fait, je vais les rajouter absolument. Oui, je vais rajouter ça, merci. Donc, comment est-ce qu'on éduque les enfants? Je vais devoir passer juste une petite minute là-dessus, malheureusement. Avec transparence. Les enfants et les jeunes, alors en faisant attention, on en parlait d'ailleurs avec Paul et Soula juste avant, à faire attention à s'adapter à leur âge
à leur caractère, à leurs préférences d'apprentissage, au goût de l'enfant aussi, mais faire attention parce que dans le contexte là, de la Covid, les fermetures d'école, le fait qu'ils ne voyaient pas leurs amis, etc., ils sont peut-être déjà dans une situation de fragilité, ils sont peut-être en train de perdre confiance, pour certains vraiment de façon aussi très dangereuse pour eux-mêmes, confiance en l'avenir. Donc vous voulez effectivement prendre en considération leur santé mentale et leur santé émotionnelle et pas tout là. C'est pas vos meilleurs amis, c'est pas vos parents ou vos frères ou vos sœurs ou votre partenaire. Donc vous voulez par contre leur en dire juste suffisamment pour leur faire comprendre que vous êtes en train de prendre le contrôle, que vous êtes là pour les protéger, pour vous protéger aussi, que vous êtes en train de prendre des décisions difficiles mais importantes. Comment est-ce que vous allez le montrer ça? Pour les moins de 5 ans, ils réagissent très très bien aux sensations physiques. Donc vous pouvez par exemple imaginez que vous leur mettez beaucoup, beaucoup de choses qui pèsent beaucoup, beaucoup dans leurs mains, puis leur dire, tu vois, ça pèse lourd. On va faire un peu de travail tous ensemble pour, hop, que ce soit plus léger, plus léger, plus léger. Puisqu'on veut aider aussi pour les enfants de moins de 5 ans, c'est la maîtrise des émotions. Apprendre à comprendre quand papa et maman disent non, ou papa et papa, ou maman, dépendamment de de la composition de la famille, monoparentale, etc., dans sa diversité, on veut leur apprendre à comprendre le non, on veut on veut leur apprendre à comprendre aussi le délai. On ne se fait pas plaisir maintenant, mais par contre, on se fera plaisir après, ça va aller. On construit sur ce type de capacité de 6 à 10 ans, c'est la participation. Ils adorent faire les choses un petit peu comme les grands, peut-être qu'ils vont compter avec nous, on va leur donner des exemples, ça va leur permettre de commencer à comprendre. Entre 6 et 10 ans, ce qu'on ne veut pas, c'est les laisser dans l'inconnu, parce que cet inconnu, il fait peur. Donc, on veut vraiment leur donner un cadre, on veut leur expliquer comment ça se passe. L'information les construit. 10 à 14, là, c'est plutôt les jeux et les défis. Donc, vous pouvez commencer à leur donner un petit peu d'argent et puis leur faire repayer, entre guillemets, mais d'une façon particulière, avec les tâches à la maison. Ok, je te prête ça, mais tu vois, pour me repayer, tu vas faire 10 heures de travail. Puis si tu rates 1 heure de travail à la maison, il faudra que tu me repayes 2 heures de travail à la maison pour nous aider, parce que c'est comme ça que les dettes, ça marche. Si on ne paye pas un mois, pour reprendre l'exemple de Julie, le mois d'après, il faut payer plus. Donc, hop, on veut vraiment qu'ils soient dans l'expérimentation, mais d'une façon quand même dans la compétition, entre guillemets, ou dans le jeu. Les 15 ans et plus, là, vous n'allez pas par 4 chemins, c'est encore plus le moment qu'ils prennent conscience des choix de vie qu'ils ont à faire bientôt. Donc, c'est les priorités, définir leur style de vie, commencer à discuter avec eux de ce qu'ils veulent faire, mais dans les détails, en fait. Pas juste, je veux faire ça. C'est comment est-ce que tu te vois? On veut parler d'expérience, on veut parler d'émotion, on veut vraiment les aider à se construire et à se transmettre là, dans le futur. On veut surtout aussi les aider à comprendre les cartes de crédit, le système de crédit. L'impératif pour eux, comme pour vous, c'est de rendre l'argent visible et de le disputer. Alors, le mot disputer en philosophie, c'est discuter. C'est tout simplement ça. Donc, c'est correct s'ils n'ont pas les mêmes idées que vous. Ce que vous voulez vraiment, c'est avoir la conversation en fait avec eux et regarder aussi pour commencer cette conversation-là, qu'est-ce que disent leurs amis par rapport à l'argent, par rapport à la vie du futur, par rapport à telle dépense, etc. Ce que j'adore aussi et qui fonctionne très très bien avec mon fils notamment, c'est que quel que soit le film qu'on regarde, j'essaie de trouver un élément où je vais commencer à parler d'argent. D'ailleurs, il en a marre parce qu'il sait que ça arrive, là, même si on regarde Star Wars, je vais trouver un moyen de parler d'argent. Mais vous voulez aller chercher, faire un pas vers eux pour aller dans leur univers et trouver ce point de connexion pour parler de dette, leur dire aussi que effectivement vous êtes en train de gérer les choses et vous avez besoin de leur aide, ça va être important. Merci beaucoup pour le temps supplémentaire que vous m'avez accordé, 9 minutes. La parole est à toi, Soula. Je suis allée vite, mais vous allez avoir accès à ces informations. Effectivement, comme Paul vient de le suggérer, je vais mettre les liens vers le calculateur. N'hésitez pas si vous avez des questions pour le suivi. Oui, merci. Et j'ai mis dans le chat ici la prochaine activité de Faiza avec nous, avec PPE, sera le 19 juin. Et ça vise les jeunes femmes et filles. Et c'est comme un peu fait pour les femmes et les jeunes filles et leurs jeunes femmes et leurs mères. Oui, tout à fait. Pour cet atelier, Soula et les participants, ce qu'on veut vraiment commencer aussi à discuter, c'est les questions de genre.
les jeunes filles, on l'a vu aussi dans les statistiques, hein, ont des risques d'être payées moins que les hommes, ont aussi parfois des tentations, enfin, on va les chercher là sur le marketing, sur des dépenses différentes. La préparation à la retraite va être différente. Les risques contre la violence aussi, on veut les préserver. Donc, on va avoir des scénarios autour desquels on va discuter, en fait, mère et fille. Ça va être des bons moments, je pense, et on a des excellents partenaires pour nous accompagner. Ça va être super. J'ai aussi mis dans le chat l'évaluation de ce webinaire. Alors, on fait toujours un tirage au début de chaque mois pour les gens qui remplissent parce qu'on apprécie le temps que ça prend de nous donner vos rétroactions. Alors, merci. On fait un tirage pour une carte cadeau de $50. Et en parlant de ça, je veux te demander, Faiza, de choisir un chiffre entre 29 et 3 et 29 pour le tirage du mois de mai. Entre 3 et 29, 13. 13, OK. Alors, je pense que c'est Mme Valérie Richer qui a gagné pour le mois de mai. Hey. Et oui, vas-y. Très bien. Oui. Très bien. Il faut le placer, c'est $50. Oui, pourquoi pas. Alors, je te donne la parole, Paul, juste pour clôturer, si tu aimerais bien. Merci beaucoup, Faiza. C'est toujours un plaisir de t'entendre, voir, puis d'être capable de vulgariser quelque chose qui peut paraître si complexe, mais si on prend le temps d'entendre et d'écouter ce que tu as à dire, les mots-clés ce soir, surconsommation, accès facile, très facile à l'argent, possibilité d'endettement. Oups, comment on fait pour régler ça? Ben, on a les ratios. Les ratios, c'était peurant, ça date d'un gros calcul scientifique ou d'un gros calcul mathématique, mais on a vu ta diapositive qui a tellement simplifié le tout. Puis, wow, tu as même eu la chance de toucher aux intérêts simples et composés avec les priorités. Donc, je te remercie fort, fort, fort au nom de PPE. Puis, j'espère que les gens vont avoir, ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, vont pouvoir regarder notre enregistrement sur notre site ppeontario.ca. Puis, allez voir, il y a plein d'activités qui s'en viennent. Soula fait référence au 19, mais il y en a une le 12. Il y en a une le 17. Il y a plein d'activités qui s'en viennent au mois de juin. Donc, Faiza, je te remercie beaucoup. J'ai au plaisir de t'entendre la prochaine fois. Merci Paul, et merci pour le plaisir et l'opportunité. Pierre posait une question par rapport à Desjardins. C'est vrai, j'ai mentionné Desjardins. Je n'ai aucun lien en fait avec Desjardins, sauf que c'est un partenaire, mais il n'y a pas de lien financier entre guillemets. Je ne suis pas payée pour les mentionner, mais sachez, parlez-en à vos enfants que Desjardins accompagne via EBO et via le Conseil de la coopération de l'Ontario l'éducation des jeunes de 16 à 25 ans sur certains conseils scolaires. Et il commence à 12 ans en fait sur d'autres conseils scolaires. Donc les profs, les professeurs peuvent contacter ces deux organismes pour organiser des ateliers de discussion autour de l'argent. Donc c'est lié aux valeurs en fait de Desjardins de s'attacher à ce type d'éducation en fait financière d'une façon assez active, je dirais. Mais je n'ai aucune part. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, à la prochaine. Merci, bye. Merci à vous tous. Au revoir.